Si vous êtes une femme au profil TDAH et que vous en avez marre de culpabiliser, TDAH au féminin, le cocon est fait pour vous. Je suis Nora, professionnelle de la santé depuis plus de 17 ans et spécialisée dans le TDAH au féminin. Depuis que vous êtes petite, on vous a vendu le TDAH comme un petit garçon hyperactif qui grimpe partout. Et vous, on vous a juste dit que vous étiez peut-être rêveuse, désorganisée ou trop sensible. Dans cet épisode, je vais vous montrer pourquoi le profil du petit garçon ne correspond pas du tout au cerveau TDAH de la femme adulte et comment cette erreur de départ vous a laissé des années sans diagnostic. Si vous avez l'impression de vous reconnaître dans le TDAH sans jamais avoir de réponse claire, alors restez avec moi. Vous êtes ici dans le cocon, l'espace où on remet les choses à leur place dans le TDAH au féminin. Pendant des années, la plupart des études et des critères de diagnostic ont été construits à partir de modèles d'enfants turbulents, des petits garçons de 6 à 10 ans, des petits garçons bruyants, turbulents, impulsifs et donc difficiles à ignorer. Et pendant ce temps-là, les filles qui se perdaient dans leurs pensées, qui surcompensaient, qui accumulaient des efforts silencieux, qui étaient vues comme sages, timides ou simplement un peu stressées. Le résultat aujourd'hui, on sait que ces femmes sont diagnostiquées bien plus tard et plus rarement, et souvent après des années et des années de diagnostic d'anxiété, de dépression, de burn-out, qui ne racontent qu'une partie de leur histoire. Dans cette enquête aujourd'hui, on va suivre le fil. D'abord, comment ce cliché du petit garçon a été construit, et ensuite, comment le cerveau TDAH se manifeste différemment chez la femme adulte. Et enfin, comment ce décalage va créer un retard de diagnostic et des souffrances qu'on aurait pu éviter. Pour commencer, on va partir à la source. À quoi ressemble vraiment le TDAH dans les manuels et pourquoi cette image colle encore à la peau des femmes aujourd'hui? La première étape de notre enquête, d'où vient ce cliché du gamin qui saute partout? Pour comprendre, il faut remonter un peu en 1980. À cette époque-là, le DSM-3, la Bible des diagnostics psychiatriques américains, puis mondiaux, va publier pour la première fois des critères assez précis pour ce qu'ils appellent le trouble d'attention de l'enfance. Mais voilà, sur quelle population ces critères sont calibrés? C'est sur des petits garçons hyperactifs, des enfants de 6, 7, 8 ans qui sont très dérangeants, turbulents, hyperactivité, impulsivité. Selon les recherches internationales, on constate un chiffre assez étonnant et qui parle de lui-même. Ce chiffre de 3 pour 1, 3 garçons diagnostiqués pour une seule fille. Puis, chose étonnante, à l'âge adulte, ce ratio va se rééquilibrer. On va arriver à quasiment du 1 pour 1. Ça veut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on rate massivement le diagnostic des petites filles à l'enfance et qu'elles arrivent 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, avec un diagnostic. Après, d'autres diagnostics, souvent, parfois, on a posé le diagnostic de dépression, de burn-out, d'anxiété généralisée, des jugements en rafale, la paresse, le mauvais caractère, le fait d'être mal organisé. Donc tout ça génère énormément de souffrance à l'âge adulte. Donc finalement, pourquoi cet écart? Parce que en fait, les petites filles expriment différemment leur profil TDAH. Je parle en généralité. Évidemment, vous avez des petites filles hyperactifs, impulsifs, où ça se voit. Mais la plupart des filles, je dis bien la plupart, je n'ai pas de chiffres exacts, vont plutôt intérioriser les choses. Donc, c'est plus de la rêvasserie, on regarde par la fenêtre, on griffonne, on rêve, on oublie le cartable, on oublie les affaires, on perd nos affaires. Et elles ont tendance aussi à compenser. Elles vont travailler généralement 2 à 3 fois plus pour avoir les mêmes notes. Elles vont essayer de compenser. D'ailleurs, dans les bulletins, on peut voir des commentaires comme, par exemple, «Caroline, très intelligente, mais souvent dans la lune. Caroline peut faire mieux si elle se concentre. Caroline, désorganisée, trop sensible, perd ses affaires». Peut-être que ça réveille en vous quelque chose. C'est peut-être des choses que vous avez c'est peut-être des retours que vous avez déjà eus pendant votre, adolescence ou votre enfance. C'est assez courant. Les garçons, on les repère plus facilement. Généralement, encore une fois, généralement, c'est pas toujours le cas, la jante masculine va plutôt déranger, plutôt être dans l'impulsivité. C'est aussi une histoire d'hormones, hein.
On reviendra plus tard dans un autre épisode, le lien entre les hormones et le TDAH. Et donc la petite fille va plutôt s'effacer. Donc finalement, personne ne s'inquiète vraiment. Elle a des bonnes notes, elle est sage, voilà, elle est juste un petit peu rêveuse. Mais sauf qu'à l'intérieur, il y a quand même des choses qui se passent et qui se passeront quelques années plus tard. Vous avez Patricia Quinn, qui est une chercheuse qui a documenté ça, en 2014. Après plus de 40 ans de recherche sous le sous-diagnostic féminin, elle met vraiment en évidence que les petites filles ne sont pas moins atteintes que les garçons, mais elles sont moins visibles. Et donc, on peut se dire, c'est la faute au modèle. C'est le modèle qui a été construit qui ne va pas. Généralité encore une fois. Donc peut-être que ça résonne en vous quand vous entendez ça. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour justement pousser la vidéo dans les algorithmes à d'autres femmes qui pensent aussi avoir un problème, peut-être être stupide, paresseuse, bordélique, désorganisée. Parce que finalement, c'est à l'âge de 40, 50, 60 ans qu'on peut se rendre compte que finalement, notre histoire, on doit la réécrire. On doit voir les choses sous un prisme différent. Donc, propager cette vidéo peut aider à beaucoup de femmes à se reconnaître et faire ce travail, même après 40, 50, 60 ans. Il n'est jamais trop tard pour trouver l'équilibre et justement se réaligner. Donc, la deuxième partie de notre enquête, le cerveau d'une femme TDAH n'est pas le cerveau d'un homme TDAH. Encore une fois, on reparlera des hormones plus tard, mais c'est ce qui fait vraiment une grosse différence. Et ce n'est pas une version plus légère aussi d'un cerveau masculin, c'est vraiment autre chose. D'ailleurs, les revues scientifiques récentes, la plus complète vient de l'équipe de l'université du Duke en 2024, elle met en évidence trois grandes différences cliniques. La première différence, c'est plus d'inattention que d'hyperactivité visible. Plutôt rêver en réunion, se perdre dans ses pensées, décrocher en pleine conversation, lire plusieurs fois le même paragraphe et n'avoir rien retenu, démarrer une lessive, aller chercher le savon, puis quelques minutes plus tard, finalement commencer à trier les photos de vacances sur son téléphone. Et on a oublié sa lessive. C'est quelque chose qui, normalement, est assez commun chez un profil de femme TDAH. La deuxième grande différence, c'est les femmes ont tendance à internaliser. Là où un homme va plutôt, je ne vais pas dire exploser, mais externaliser. Il va plutôt taper du poing, partir en colère. La femme, elle va plutôt ruminer. Et encore une fois, je caricature, mais évidemment, les femmes peuvent tout à fait être explosifs, impulsifs, hyper réactifs et taper du poing. Tout à fait. C'est juste une grosse tendance à ne pas prendre ça au mot évidemment. Ici, on essaye de vraiment dessiner un portrait et surtout, même si la femme est explosive et qu'elle a tendance à externaliser, ce n'est pas pour autant qu'elle ne va pas internaliser et ça, c'est quand même assez caractéristique aux femmes, même si les hommes, profil TDAH peuvent avoir cette composante évidemment, mais elle est assez marquée chez les femmes. Elles ont une tendance à s'auto-attaquer, de se dire: «Je suis nulle», de plutôt pleurer, de plutôt internaliser, de plutôt, s'auto-flageller finalement. Même si, comme je vous le disais, elles peuvent tout à fait extérioriser ça, mais la composante anxiété généralisée, dépression, troubles du sommeil et même parfois des troubles alimentaires, on en reviendra un peu plus tard dans une autre, vidéo. Mais voilà, selon vraiment les dernières revues, on on peut avoir un chiffre assez étonnant, c'est qu'environ 2 femmes TDAH sur 3 vont quand même développer un trouble dépressif ou une anxiété à un certain moment de leur vie. Donc c'est quand même assez inquiétant, contre dans la population générale, 1 sur 4, ce qui est déjà élevé. Donc on va voir qu'on a plus tendance à avoir des comorbidités comme l'anxiété généralisée ou la dépression ou les troubles du sommeil. Encore une fois, ce n'est pas une généralité, mais c'est plutôt une tendance. En 2026, les études, accélèrent. Elles se contredisent parfois, c'est très difficile de trouver un consensus. C'est très difficile de vous dire, que ce que je vous dis aujourd'hui sera encore d'actualité d'ici 6 mois, 1 an ou 5 ans, mais ce sont des tendances qui se dessinent au fur et à mesure. On est vraiment aux prémices, des caractéristiques et de la connaissance du trouble TDAH chez la femme adulte. La troisième grande différence et c'est peut-être la plus invisible et celle qui est
la plus intéressante, je pense que c'est le masking. Donc les TDAH, les femmes profil TDAH ont tendance à masquer. Alors, petite parenthèse, je dis les femmes TDAH, les hommes TDAH, les enfants TDAH, mais je devrais dire profil TDAH parce qu'on n'est pas un TDAH, mais c'est un trouble du neurodéveloppement, donc c'est une caractéristique. On n'est pas son trouble, c'est très important de le dire. Je fais la petite parenthèse parce qu'en vous expliquant, en parlant, je dis femme TDAH, homme TDAH, mais évidemment, on n'est pas son trouble, ce n'est qu'une des multiples composantes, de l'être humain que nous sommes, et on n'est pas défini par ça. Donc le mot anglais qu'on entend, très souvent, masking, bah, vous le comprenez, c'est le fait de compenser. C'est, le fait de faire des listes, le fait de faire, de mettre des alarmes, le fait d'essayer de s'organiser, d'avoir 10 000 agendas, 10 000 bullet journal, essayer de voir les dernières tendances Instagram d'organisation. C'est essayer d'en faire, plus, 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 essayer même de oui, on compense et on en fait plus. Exemple, quand vous êtes maman, que vous travaillez avec vos enfants, que vous allez mettre vos enfants en lit, vous allez avoir tendance à ne pas finir votre journée. Ça peut être le cas de toutes les mamans évidemment, mais on essaye entre guillemets avec un profil TDAH, on a l'impression qu'on a manqué des choses et on essaye de surcompenser. Et alors on tombe dans un espèce de cycle infernal et qui va nous fatiguer, qui va nous mettre sur les nerfs, qui va nous mettre dans un état, plus bas que terre et c'est vraiment un cercle vicieux entre la fatigue, l'anxiété et ça peut mener à des burn-out ou à des troubles dépressifs. Donc et en plus ce sont des choses qu'on ne voit pas. Donc comme il y a compensation, comme il y a du masking, on essaye de compenser, compenser jusqu'au moment où on craque et là, souvent, on ne comprend pas. On ne comprend pas d'où ça vient de nulle part et alors certains jugements, on peut entendre, «Tu es trop fragile, tu es hypersensible, tu es impulsif», mais en fait, ça se fait à l'intérieur et ça ne se fait pas depuis quelques mois ni quelques années, c'est depuis, des dizaines et des dizaines d'années. Donc on essaye, ayant un trouble, comme le TDAH, de surcompenser, de masquer. On essaye finalement de cocher toutes ces cases de la femme parfaite finalement. Parce qu'on nous a peut-être, pendant l'enfance, diminué, fait comprendre qu'on n'était pas assez, qu'on avait tel ou tel manquement. Donc il y a un phénomène inverse qui va se créer chez certaines d'entre nous, c'est le fait de compenser, de vouloir prouver et ça coûte cher, ça coûte très, très cher en énergie, ça coûte 3 fois plus cher qu'à n'importe qui d'autre et ça peut mener à des situations très dramatiques. Vous avez une étude de Laura Hull, publiée en 2019, qui a quantifié un peu ce phénomène. On parle de 80 des femmes profil TDAH qui utilisent régulièrement le camouflage social. C'est quand même un chiffre assez interpellant. C'est une petite étude, mais c'est quand même un chiffre assez interpellant et qui, dans la pratique, en tout cas chez nous à TDH Focus, correspond pas mal à la réalité. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact, mais c'est une tendance, qui est assez évidente. C'est le fait d'avoir ce camouflage social, de porter un masque pour ne pas montrer ce qu'il y a derrière. Que ça soit au niveau, de l'anxiété, que ça soit au niveau de l'organisation et cetera et cetera. Donc nous avons une situation où le cerveau TDAH au féminin se manifeste par de l'inattention au lieu de l'hyperactivité en général, de la rumination au lieu de la colère, encore une fois des grosses guillemets, et du masking au lieu de la transgression, si je peux m'exprimer ainsi. Donc 3 symptômes qui ont comme caractéristique commune d'être assez silencieuses. Des symptômes invisibles. Donc 3 symptômes que les critères en 1980, calibrés pour les petits garçons, ne capturent quasiment pas, on est d'accord. Et le dernier point neurobiologique et le plus important, ce sont les hormones. Donc vos œstrogènes, vos hormones féminines, elles boostent la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline. On en reviendra un peu plus tard. Mais ces 3 neurotransmetteurs sont problématiques dans le profil TDAH. Et quand vos œstrogènes, elles baissent pendant vos règles, en préménopause, après un accouchement, ça peut aggraver la mécanique du profil TDAH. Vous avez une chercheuse, Kochman, je pense, oui, c'est Kochman,
si j'écorche pas son nom, elle l'a démontré aussi, dans les années 2010, de 2014-2015 et ça s'est confirmé avec plusieurs autres, études que je n'ai pas en tête ici, après 2015. On va vraiment dans ce sens-là. Le lien entre les hormones et les neurotransmetteurs. Ce qui fait fonctionner votre cerveau, c'est l'équilibre chimique de votre cerveau. Donc, votre cerveau ne fonctionne pas mal, mais il va fonctionner différemment et il va fluctuer avec vos cycles. Donc, quand vous comparez une femme de 40 ans et un petit garçon, on peut aisément se rendre compte que les symptômes seront extrêmement différents et donc la prise en charge sera extrêmement différente. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'adapter ce diagnostic-là et ces boîtes à outils-là aux mauvaises personnes. Donc, la troisième étape de notre enquête, c'est plutôt un constat. Donc nous avons vu que les petites filles sont invisibles à l'enfance, on a vu que le cerveau se manifeste autrement. Les conséquences directes, bah, c'est que les femmes sont diagnostiquées 5 à 7 ans plus tard en moyenne par rapport aux hommes, ce qui est un chiffre assez choquant. 5 à 7 ans pendant lesquels vous galérez sans savoir pourquoi. 5 à 7 ans pendant lesquels vous êtes en détresse, vous pouvez vous détester. Donc, le pire, c'est qu'on accumule des diagnostics toxiques. Alors, je m'explique sur le mot toxique. Ce n'est pas un faux diagnostic, ce n'est pas une faute médicale, mais c'est plutôt de l'ignorance quant aux causes de ce mal-être et encore de l'errance médicale par rapport au TDAH. Sans parler de la difficulté à trouver un thérapeute, la difficulté à trouver, le budget aussi pour faire un bilan, ce qui est extrêmement cher dans certains pays, notamment la France. Entre la difficulté de trouver un thérapeute et le budget à débloquer pour le bilan, c'est très, très compliqué. Au-delà de ça, avant de pouvoir avoir un bon diagnostic de TDAH, on se rend compte que la plupart des femmes présentant les symptômes, spécifiques à ce trouble, du neurodéveloppement peuvent parfois être confondues avec, d'autres choses. Donc ce n'est pas étonnant que certains, posent comme diagnostic de l'anxiété, de la déprime, de la dépression ou autre. Quand vous allez voir votre médecin et que vous avez une trentaine, une quarantaine d'années, que vous lui dites que vous êtes épuisée, anxieuse, déprimée, désorganisée, qu'est-ce qu'il voit? En tant que médecin, et il a tout à fait raison, il peut voir que c'est une femme épuisée, anxieuse, déprimée, désorganisée et il se dit: un des diagnostics avec des troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, il peut se dire aisément que c'est une dépression ou de l'anxiété généralisée ou un burn-out ou parfois un trouble bipolaire ou borderline. Et donc parfois, le diagnostic est très difficile, d'où l'importance de se former, de former les médecins et de continuer à apprendre et d'utiliser les études récentes et Dieu sait que la science avance énormément, qu'il y a beaucoup de papiers qui sortent, beaucoup d'études qui se contredisent, donc ça demande du temps, de l'énergie et de la formation. Ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, les budgets alloués ne sont pas au rendez-vous non plus. Et donc c'est très compliqué. On peut vous prescrire un antidépresseur ou un anxiolytique ou les 2. Et il faut même savoir qu'on peut avoir un TDAH et une dépression et un trouble de l'anxiété. Donc on peut accumuler les comorbidités, ce qui est très souvent le cas. Ainsi, le problème n'est pas toujours que les diagnostics sont mauvais, c'est simplement qu'ils sont incomplets. Ils décrivent ce qu'on voit et pas ce qui le cause. Parce que si l'anxiété vient du TDAH non traité, d'une vie passée à compenser, à masquer, à courir derrière votre propre vie, alors traiter l'anxiété sans traiter le TDAH, c'est comme finalement éponger le sol pendant qu'un robinet est ouvert et continue à couler. Donc vous épuisez vos ressources, votre temps, votre argent et le problème reste. C'est exactement ce que les revues récentes appellent le sous-traitement des femmes TDAH. On les médicalise pour les symptômes, mais on ne regarde jamais la base. C'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut vraiment des formations spécifiques pour diminuer justement cette errance médicale. Et comme je vous le disais, c'est un diagnostic très 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 compliqué. Donc voilà, c'est pas un mauvais diagnostic, mais c'est un diagnostic incomplet pour la plupart des cas.
L'impact dans la vraie vie, elle est documentée. Les femmes TDAH non diagnostiquées, elles ont plus de risques de difficultés professionnelles. Elles ont plus de risques de fragilité financière aussi, on le sait, de perte d'emploi, d'accumulation de dettes, de retard de paiement. Elles ont plus de risques aussi de divorce, plus de risques de burn-out maternel, plus de risques de sommeil, de troubles de sommeil chronique, de comportements, à risque addictifs, de troubles alimentaires. C'est une vraie réalité, d'où l'importance d'une bonne prise en charge, d'un bon diagnostic et d'un bon suivi surtout et d'une approche multidisciplinaire et avec plusieurs aménagements. On en reparlera dans d'autres capsules vidéo, mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que autant le diagnostic peut être complexe, autant la prise en charge doit être globale et multidisciplinaire. Et en plus de tout ça, ce qui fait finalement le plus mal, je dirais, c'est une baisse de l'estime de soi. Une estime de soi en miettes, parce que pendant des années, en fait, on a cru que c'était nous le problème, qu'on était paresseuse, peut-être stupide ou parfois trop sensible, finalement pas comme les autres. Et quand on se rend compte après un diagnostic, c'est ce que je vois beaucoup avec de femmes diagnostiquées, ça revient souvent, c'est qu'on se rend compte qu'on n'était pas le problème et on réécrit notre histoire. On est très frustré, on est en colère, on se pose des questions, on essaye de réécrire notre histoire et c'est là que le vrai travail commence. Le travail de se rencontrer, de se réaligner, de se pardonner, de se construire, de s'accepter et d'enfin vivre, sans ce poids-là et que ça soit physique ou mental, psychologique, il y a beaucoup de choses à faire. On en reparlera dans d'autres vidéos. Je vous ai mis aussi en commentaire un petit guide pour ceux qui commencent avec ce questionnement et qui voudraient s'intéresser de plus près au TDAH au féminin. Je vous ai mis un petit guide à télécharger dans les commentaires. Vous le retrouvez aussi sur le site TDH Focus. Pour finir, on va parler de la boîte à outils qu'on vous a jamais donnée. Donc cette boîte à outils, la boîte à outils que les cliniciens utilisent en 2026 pour le TDAH, elle n'est pas tout à fait conçue pour une femme adulte, même si certains cliniciens s'adaptent parfaitement. Mais grosso modo, les outils qu'on a aujourd'hui sont fortement adaptés aux enfants, je dirais. Ils ont peu évolué et quand on applique ces outils à une femme de 40, 50 ans, forcément, c'est compliqué, parce que votre TDAH ne s'exprime pas comme un petit garçon de 10 ans. Donc il va falloir vraiment adapter ces outils. Il y a 3 signaux, qu'on ne capture pas, dans cette fameuse boîte à outils, dans cette prise en charge. On reparlera de la RSD. Qu'est-ce que c'est? La dysrégulation émotionnelle intense, la dysphorie de sensibilité au rejet, les ruminations qui ont tendance à ronger et l'hyper-émotivité. Donc ça, c'est un premier bloc. Puis deuxièmement, on ne parle pas assez dans cette boîte à outils des fluctuations hormonales, ce qui va vraiment aggraver les symptômes quelques semaines par mois. Ça a commencé à l'adolescence et ça perdure, jusqu'à la préménopause, ménopause et troisièmement, ce fameux masking social, le fait que pendant la consultation, peut-être qu'on peut avoir avec notre spécialiste, on joue peut-être à la femme, qui va bien et le clinicien, se dit: «Madame, bah, vous n'avez peut-être pas de TDAH, c'est peut-être un peu d'anxiété, voici et voilà». Donc c'est un peu compliqué. On a appris à masquer, on a appris à s'adapter et ça devient presque un réflexe, un automatisme et une, carapace, une armure. Donc si vous vous reconnaissez dans ces 3 signaux qu'est la dysrégulation émotionnelle intense, les fluctuations hormonales certains jours par mois avec un profil TDAH qui est exacerbé et ce masking social, cette compensation, alors, vous êtes au bon endroit. On va essayer au fur et à mesure du temps de vous donner des outils adaptés, à tester et au fur et à mesure du temps, essayer de trouver, votre bon mode d'emploi. Donc vous savez maintenant qu'il existe de nouveaux outils qui sont plus calibrés sur le profil féminin et on prend en compte toutes ces hormones, ce masking, cette internalisation. On prend en compte les recommandations de la Haute Autorité de la Santé, du NICE britannique
et des revues internationales, de l'INSERM, des grosses équipes. Elles conversent tous dans la même direction finalement depuis des années et comme je vous ai dit, ça avance très rapidement. Donc on va essayer d'explorer ces différents outils, un par un et de faire une partie du chemin ensemble. Et je vous dis donc, à bientôt dans une nouvelle capsule vidéo. Vous retrouverez, en lien donc, le petit guide. Vous retrouvez sur le site TDH Focus dans le blog ou dans le site, la partie TDH au féminin, cocon. Vous retrouvez différentes informations, différents outils et différents articles et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et je vous dis donc à bientôt.